Alors bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue aux sessions magistrature ou dictature. Donc ce soir, on va discuter de la surintervention en privation de liberté de l'enfant au Québec. Il est donc manifeste et dominant, madame, monsieur, que l'on peut conclure que les placements provisoires en famille d'accueil ou en centre de réadaptation sont des privations de liberté au sens du règlement de 1990 de l'ONU. De toute évidence, c'est nécessairement le cas des détentions provisoires de l'enfant au Québec par une mesure de 48 heures prise par la DPJ. En ce qui nous intéresse plus particulièrement, votre enfant a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une détention arbitraire à titre de personne ayant une personnalité juridique. Conformément au principe de justice fondamentale, les États, c'est-à-dire les pays, doivent assurer la protection du droit de l'enfant à la vie et à la santé. Après la Seconde Grande Guerre, en 1945 dans la Charte et en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé que chacun, sans distinction, peut se prévaloir de tous les droits fondamentaux et de toutes les libertés. Les droits fondamentaux existent pour instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, et ce, dans un esprit, bien entendu, de dignité et de valeur de chaque personne humaine. En 1959, la Déclaration des droits de l'enfant voit le jour, à son tour. En raison du manque de maturité de l'enfant, l'ONU proclame le besoin de créer une protection spéciale pour ce dernier, pour les citoyens enfants, notamment une protection juridique. Cependant, dans les 10 principes fondamentaux qui sont énoncés dans le droit de l'enfant, il est manifeste et dominant que le rôle de l'État, qui a un rôle de protection, s'oppose à celui des parents, qui a également un rôle de protection de l'enfant, malgré la forme. Donc, en vertu du principe fondamental numéro 2, l'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale par effet de la loi et par d'autres moyens. Donc, dans la création de nos lois, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la condition déterminante. En vertu du principe numéro 6, l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin de l'amour et de la compréhension que ses parents peuvent lui apporter. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et la responsabilité de ses parents. Et l'ONU ajoute ceci. Les bébés et la petite enfance, les jeunes enfants ne doivent pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparés de leur maman. Selon le principe numéro 9, l'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence et de cruauté. Par ailleurs, l'enfant ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. Encore ici, on constate, bien entendu, que la négligence réfère aux comportements parentaux. Mais qu'en est-il de la traite? Selon le protocole de Palerme en l'an 2000, la traite de personnes désigne notamment, il y a plusieurs circonstances, mais notamment le transfert, l'hébergement de personnes par le recours à une forme de contrainte, incluant l'abus d'autorité d'une personne ayant l'autorité sur une autre. Vu sous cet angle, la cruauté ne réfère pas uniquement au mauvais traitement qui pourrait être infligé par les parents, mais la cruauté dénote également les abus possibles, notamment dans notre cas des intervenantes de la DPJ. Donc, dans cet esprit,
et par souci de limiter les abus discrétionnaires et administratifs des États, en 1990, les Nations unies ont adopté des règles concernant la protection des mineurs privés de liberté. La protection des mineurs privés de liberté. L'article 1 nous informe que les enfants mineurs ne devraient pas être privés de leur liberté en violation des règles minimales qui sont prévues par l'ONU sur l'administration de la justice pour les mineurs qu'on appelle les règles de Beijing. Selon l'article 3 du règlement, l'ONU nous informe que les règles visent à établir des normes minimales acceptables pour protéger les mineurs privés de liberté sous toutes ses formes. Et ce, dans un esprit de lutte contre les préjudices pouvant résulter de tous les types de détention. L'article 11 précise la chose. Donc, toute forme de détention, incluant le placement dans un établissement public ou privé, qu'il soit ordonné par une autorité dont le pouvoir est judiciaire, ici on pourrait penser à la Chambre de la jeunesse par exemple, ou administrative, on peut penser à la DPJ, ou autre, est par définition une privation de liberté. Une privation de liberté. Article 5. Les règles sont faites pour servir de normes de référence pratiques pour les professionnels. En somme, il est important de bien comprendre ici que selon les règles de l'ONU, la privation de liberté, de la liberté du mineur, ne doit être qu'une disposition de dernier ressort, une mesure qui doit essentiellement se limiter aux cas d'exception et toujours pouvoir prévoir une possibilité de libération anticipée. Maintenant, attendu le droit international qu'on vient d'expliquer, nous posons la question suivante. Québec. Le gouvernement du Québec agit-il dans l'esprit du droit fondamental ou abuserait-il de son pouvoir à titre d'État? Québec respecte-t-il pleinement et entièrement nos droits fondamentaux, d'une part, et les règles de l'ONU de 1990 sur la liberté des enfants, d'autre part? Si, comme nous l'avons établi la semaine dernière, si 70% des mesures immédiates seraient injustifiées et que par conséquent des milliers d'enfants sont victimes de détention provisoire, arbitraire au Québec, la réponse est manifestement non. Alors, de quel droit violerait-on les droits fondamentaux des personnes dans notre société démocratique dite évoluée? Au Canada, dans notre pays signataire, la protection de la jeunesse est une compétence législative provinciale, sauf lorsqu'il s'agit d'une question qui touche les nations autochtones, c'est-à-dire les Premières Nations. Toutefois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute question de droit, qu'elle soit de compétence provinciale ou fédérale, peut être tranchée par notre Cour suprême, notamment les questions de droit à la liberté. Alors, nous allons nous pencher maintenant sur l'esprit de la notion de liberté dans le contexte de la protection de la jeunesse, et ce, vu par les yeux de la plus haute cour du Canada, la Cour suprême, dans notre système de justice. Donc, on va jeter un regard, une analyse sur la jurisprudence canadienne. Donc, tantôt, on était en 1990, où l'ONU a fait une déclaration sur la privation de la liberté de l'enfant et il a établi des règles à être respectées par les États. 10 ans plus tard, en l'an 2000, dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada numéro 48,
La Cour suprême a jeté une douche glacée sur les règles de 1990 de l'ONU sur la privation de liberté des mineurs. Dans cette affaire, il s'agit d'une maman de du Manitoba, pour qui son enfant a été saisi par les services de protection de la jeunesse du Manitoba. La loi de 1985 du Manitoba sur les services à l'enfant et à la famille prévoit qu'une intervenante ou un policier qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut appréhender l'enfant sans mandat. Donc, après que son nouveau-né fut saisi à l'hôpital, la mère manitobaine a contesté la constitutionnalité de l'intervention sans mandat et elle a invoqué comme motif que cette détention provisoire de l'enfant porte atteinte aux droits garantis par l'article 7 de notre Charte canadienne des droits et libertés, c'est-à-dire le droit à la liberté, notamment selon l'article 7. Nous allons maintenant analyser les grandes lignes de ce jugement et regarder quelles sont les conséquences pour les parents du Québec et pour la machine DPJN. A priori, il fallait que la Cour suprême mette dans la balance les répercussions de l'action de l'État sur les personnes et leurs droits garantis par la Charte en rapport avec le besoin de protection de l'enfant. Bref, une estimation, si vous voulez, de l'opposition entre les deux principes fondamentaux de la proclamation du droit de 1959. Premièrement, la Cour estime que la séparation des parents de leurs enfants peut avoir un impact sur le bien-être psychologique et affectif pour toute une vie. Si la surveillance des tribunaux n'intervient qu'après l'appréhension ou la saisie de l'enfant, si vous voulez, les parents et les enfants risquent de voir leurs droits violés de façon injustifiée. Deuxièmement, la Cour estime qu'il est manifestement difficile de savoir si un enfant a véritablement besoin de protection et qu'il est également difficile d'évaluer si le présumé danger est suffisamment important et imminent pour retirer l'enfant à ses parents. La Cour admet également que les intervenantes peuvent se tromper lorsqu'elles enlèvent l'enfant à ses parents et que, par le fait même, leur intervention devient inutile. Troisièmement, considérant la vulnérabilité de l'enfant, la détention provisoire vise à assurer un autre droit fondamental, c'est-à-dire la vie de l'enfant et sa santé. Quatrièmement, la Cour considère le temps ou, si vous voulez, le retard entre le signalement et l'intervention comme un facteur de risque. Ce risque résulte, selon la Cour, des délais liés à la nécessité d'amasser des éléments de preuve pour démontrer un motif raisonnable et probable que l'enfant a besoin de protection. Dans cette idéologie, si une autorisation judiciaire préalable était nécessaire, en l'absence d'urgence, la Cour retient que c'est surtout l'enfant qui est exposé à un risque qui est causé par le délai d'obtenir la dite autorisation. Par contre, un préavis et une audience préalable fourniraient aux parents et aux enfants une protection importante contre les détentions arbitraires et injustifiées, car le tribunal pourrait entendre les arguments et la preuve à l'effet que l'enfant n'a pas besoin de protection ou que la détention provisoire n'est pas une action appropriée dans la situation,
puisqu'il n'existe éventuellement aucun danger immédiat pour l'enfant. Toutefois, pour la Cour suprême, les risques associés au facteur temps rendent impossible le préavis et l'audience préalable à l'appréhension dans le contexte de la protection de l'enfant au Canada. En somme, sur la question en litige, la Cour suprême devait décider si dans un contexte de protection de l'enfant, le principe de justice fondamentale du droit à la liberté exige, oui ou non, une autorisation judiciaire avant la détention temporaire en l'absence d'urgence. Selon une décision de 1995, toutefois dans un contexte purement criminel, de droit criminel, relativement aux droits garantis par la Charte canadienne, la Cour suprême a reconnu qu'il est parfois nécessaire, selon le contexte, de trouver un juste équilibre entre le droit à la vie privée d'une personne et les droits et les intérêts opposés d'une autre personne. En 1993, la Cour avait conclu qu'exiger une autorisation judiciaire préalable en l'absence d'urgence peut empêcher des interventions proactives dans les situations où il y aurait un danger non immédiat, qui n'est pas immédiat, mais qui pourrait néanmoins être grave pour l'enfant éventuellement. Toutefois, aucune loi provinciale ne définit clairement les situations urgentes ni le terme urgence. Dans les lois provinciales, le concept de dangerosité dans un contexte de protection de la jeunesse reste plutôt vague et au bon vouloir de l'appréciation de l'intervenante. De plus, en 1986, la Cour suprême a reconnu que les principes de justice fondamentale n'exigent pas une uniformité totale à travers tout le Canada. Donc, les provinces disposent d'une latitude législative et administrative en fonction des besoins particuliers de leur collectivité. Dans les faits, la législation des provinces n'est pas uniforme. Plusieurs lois provinciales précisent la nécessité de l'existence d'un danger immédiat dans un esprit de risque considérable avant une intervention rapide et préventive de l'État pour protéger la vie ou la santé de l'enfant, mais sans toutefois donner des précisions sur ces risques. Dans un tel cas, le besoin d'un mandat ou d'une autorisation judiciaire préalable à la détention temporaire se limite à une condition minimale dans le but de protéger l'enfant. Donc, plusieurs provinces exigent l'autorisation judiciaire préalable pour retirer aux parents son enfant, sauf dans des situations urgentes où le délai causé par le laps de temps nécessaire à l'obtention d'un mandat ferait courir à l'enfant un risque inacceptable. Par exemple, les lois provinciales prévoient l'obtention d'un mandat pour l'appréhension de l'enfant, sauf si la vie ou la santé serait sérieusement menacée de façon imminente en raison du délai requis pour obtenir une ordonnance. Ça, c'est la loi au Nouveau-Brunswick et en Alberta. À Terre-Neuve, sauf pour un risque immédiat pour la santé et la sécurité de l'enfant. En Saskatchewan, en cas d'urgence d'un enfant devant courir le risque de subir un grave préjudice. En 1999, un an avant l'arrêt qu'on regarde présentement, un comité d'experts de l'Ontario formé de 2 juges en droit de la famille, un détective policier, un directeur d'école, 2 médecins et 2 travailleurs sociaux, ont recommandé que l'exigence d'obtenir un mandat pour appréhender l'enfant soit éliminée de la loi. Pour sa part, dans son jugement, la Cour suprême précise que le Québec
désirait s'assurer que l'obtention d'une autorisation judiciaire préalable ne compromet pas la sécurité de l'enfant et prévoit que l'on puisse passer outre à cette exigence. Enfin, dans le contexte de la protection des enfants, les lois prévoient qu'une audience équitable doit avoir lieu dans les plus brefs délais à très court terme après la saisie de l'enfant. Autrement, par un bref de prérogative, les parents peuvent aussi contester la détention et la soumettre immédiatement au contrôle judiciaire, au lieu d'attendre l'audience relative à la protection de l'enfant prévue par la loi dans les plus brefs délais. En conclusion, en l'an 2000, notre Cour suprême du Canada a penché en faveur du désir du Québec et de l'Ontario, malgré un risque évident d'ouvrir toute grande la porte à la surintervention des intervenantes en protection de la jeunesse. La Cour suprême a conclu qu'il n'y a pas atteinte aux droits personnels garantis de liberté en vertu de la Charte en faisant une détention provisoire lorsqu'il s'agit d'un contexte de protection des enfants, et ce, même en l'absence d'urgence. En deux mots, une intervenante de la DPJ est moins soumise aux droits fondamentaux des parents que les policiers ne le sont envers les droits fondamentaux des criminels. Bref, le seuil canadien requis par les principes de justice fondamentale dans le cas d'une détention provisoire dans un contexte de protection de la jeunesse peut se faire sans autorisation judiciaire préalable. Pour motiver cette importante décision nationale, notre Cour suprême a tiré la conclusion au paragraphe 81 que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas le critère le plus important. L'intérêt supérieur de l'enfant, selon la Cour suprême, n'est pas le critère le plus important puisque c'est seulement une considération primordiale. Et là, on joue un peu sur les mots parce que la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU de 1959 prévoit que dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Pour notre plus haute cour, le fait d'empêcher l'utilisation exclusive du concept abstrait de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures de protection permet de tenir compte d'autres critères plus concrets de la loi pour déterminer quand l'enfant a besoin de protection. La Cour a donc décidé ce qui suit. Le critère d'urgence n'est pas le critère approprié pour l'appréhension judiciaire sans autorisation préalable. Il n'y aura pas nécessairement atteinte aux principes de justice fondamentale et aux droits à la liberté prévus par la Charte, dans les cas où une loi provinciale, bien entendu, prévoit que l'appréhension peut avoir lieu sans autorisation préalable dans les situations où il y a préjudice grave ou risque de préjudice grave pour l'enfant. Donc, se saisir de l'enfant doit être fondé sur des motifs raisonnables et probables, de croire qu'un enfant a besoin de protection. Dans l'attente de l'audience, selon la vision de la Cour, l'enfant se retrouve dans un environnement sécuritaire, ce qui minimise le risque de préjudice. Par contre, sur 9 juges, 2 juges ont été dissidents, c'est-à-dire que 2 juges ont opté pour une position contraire. La juge en chef McLaughlin et le juge Arbour ont néanmoins estimé que l'appréhension sans mandat de l'enfant porte atteinte au droit de liberté et n'est pas conforme avec plus d'un principe de justice fondamentale. En matière de droit fondamental, il existe un principe fondamental qu'on dit en latin nemo debet esse judex in propria causa,
c'est-à-dire que personne ne doit être juge dans sa propre cause. Et c'est un peu ce qui se produit dans la circonstance de prendre une mesure immédiate. S'il n'y a pas personne qui décide à part l'intervenante de la DPJ sur cette question, elle est la propre juge de sa propre cause. Dans une instance judiciaire, il existe un autre principe fondamental, audi alteram partem. Donc, une partie mise en cause doit pouvoir jouir de son droit fondamental d'être entendue par l'autre partie et par le tribunal, bien entendu. Donc, selon les juges dissidents, il est possible de distinguer entre l'urgence et l'absence d'urgence et de prévoir des mesures appropriées permettant de parer aux risques que présente pour l'enfant l'obtention d'une autorisation judiciaire préalable en l'absence d'urgence. Donc, dans un contexte de protection de la jeunesse, une autorisation judiciaire préalable en l'absence d'urgence est constitutionnellement nécessaire pour protéger tant les parents que les enfants, selon les juges dissidents, comme pour protéger les parents et l'enfant d'une ingérence déraisonnable de l'État qui porterait également atteinte à la sécurité de leur personne. Les juges dissidents ont cité également le professeur Nicolas Ballat. Les enfants ne sont pas toujours placés dans des familles d'accueil qui leur prodiguent des soins meilleurs que ceux qu'ils auraient reçus chez eux, dans leur propre famille. J'ai bien peur que notre volonté pressante d'accroître la protection nous fasse perdre de vue d'importantes réserves concernant la surintervention auxquelles les réformes des années 70 et 80 devraient remédier. De ce fait, un nombre considérablement plus élevé d'enfants sont confiés à des organismes, ce qui entraîne une utilisation excessive des ressources d'hébergement. Cela démontre également que des pratiques et des interprétations par les organismes, notamment par les intervenantes, ont une très grande incidence sur l'application de tout régime législatif et le fait que l'on s'interroge sur la nécessité de faire d'importantes réformes législatives sur ces lois. Donc, pour conclure sur cette décision de la Cour suprême, il est important de mentionner que les sociétés pleinement et entièrement démocratiques ont un intérêt aussi important à veiller à ce que les officiers de l'État ne retirent pas aux parents la garde de leurs enfants sans respecter les droits fondamentaux des enfants et des parents. Les conséquences. Après cette décision de la Cour suprême, il semble que la super solution de la DPJ consiste à prendre des mesures d'urgence à outrance pour ne pas prendre de chance et éviter les reproches d'échapper à un cas grave. La documentation publique montre que l'action immédiate ou dans les 24 heures compte pour un pourcentage croissant des signalements retenus, puisque la mesure d'urgence découle du signalement qui a été retenu et qui est coté code 1, comme on l'a expliqué la semaine dernière. C'est donc dans un tel esprit qu'en 2006, 6 ans plus tard après cette décision, dans notre loi québécoise, on a remplacé l'expression « mesure d'urgence » par « mesure de protection immédiate ». Et depuis ce temps, comme on l'a dit la semaine dernière, l'article 46 de la loi sur la protection de la jeunesse autorise les détentions provisoires, qu'elles soient arbitraires ou qu'elles soient bien fondées, et ce, avant même d'évaluer l'existence d'un danger véritable pour l'enfant. Bref, le tout se fait à partir d'une simple condition qui est nommée dans la loi, c'est-à-dire si les circonstances le justifient. Donc, la mesure d'urgence peut être prise par l'intervenante sans mandat, sans qu'il y ait urgence, mais si les circonstances le justifient selon l'intervenante.
À partir du moment où ces circonstances ne sont pas définies dans la loi, cette condition, qui est de plus en plus vague et non limitative, devient totalement arbitraire et au bon vouloir de milliers de jeunes intervenantes de la DPJ sans expérience de la vie. Bref, il résulte de l'arrêt de la Cour suprême que les conséquences très négatives, ces conséquences se sont aggravées attendu que la porte est grande ouverte sur les risques grandissants d'abus discrétionnaires. Considérant qu'il n'existe aucune surveillance sur l'acte administratif DPJ, considérant que les parents ne possèdent aucun moyen de défense véritable dans ce système étanche et puissant, considérant que les intervenantes bénéficient d'une autorité absolue d'agir, sans autorisation judiciaire, même en l'absence de danger, considérant que la détention provisoire s'applique maintenant dans un esprit de surintervention en protection de la jeunesse, considérant que la privation de liberté n'est manifestement pas une disposition de dernier recours dans la loi modifiée, considérant qu'il existe une apparence de violation des règles minimales de la justice pour les mineurs en vertu de ce règlement de 1990, considérant qu'il n'existe pas de juste équilibre au Québec entre le droit à la vie privée des parents et de leurs enfants et le pouvoir absolu de libre arbitre dévolu au DPJ par le législateur, force est de conclure sur la question de la détention provisoire de l'enfant que dans notre belle province, il existe une apparence de droit, à l'effet que nos droits fondamentaux garantis par la Déclaration des droits de l'homme sont de plus en plus ce que l'on pourrait appeler du droit bafoué. Alors, mesdames, messieurs, on comprend ici qu'au Canada, notre Cour suprême a donné le feu vert à la détention provisoire, même sans motif de danger, même sans motif d'urgence, et que par la suite, il appartient aux provinces de décider par elles-mêmes. La loi sur la protection de la jeunesse n'était pas du tout supposée d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ceci complète, madame, monsieur, ce que nous avions à dire sur la privatisation de liberté de l'enfant au Québec en vertu du droit qui a été établi par la Cour suprême du Canada, la jurisprudence, qui a ouvert une porte à l'abus discrétionnaire et qu'il n'existe pas de moyen pour contrebalancer ces abus discrétionnaires actuellement et que cette porte ouverte fait en sorte que la DPJ peut prendre les mesures immédiates et se saisir de l'enfant sans motif grave. Et nous le savons dans les faits que c'est une réalité. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose à cette situation, sauf la dénoncer. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.